Bienvenue dans ce numéro de débrief version télévision. Aujourd'hui, on va vous parler, comme d'habitude, de l'actualité avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous saurez quelles sont les chances des équipes africaines au niveau de cette Coupe du Monde. Au niveau des résultats, on va vous donner les rendez-vous de la Coupe du Monde, l'actualité l'oblige, et au niveau des petits débriefs, on va vous parler de ce tête-à-tête entre Paulin Kalao, les ministres provinciaux du sport, et les équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui représentent la province du Lualaba. Les analyses, ça sera dans cette intervention. Nous vous parlerons également de ce comeback de Honoré Nkoulou au sein de la formation de l'Union sportive Mpanda B52 de la ville montagneuse de Likasi. Cela constitue le squelette de cette intervention d'aujourd'hui. Je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné de deux consultants. D'abord, Marcel Kilamboué. Bienvenue. Merci Raymond. Je salue tous les aimables sportifs qui sont scotchés, je l'espère bien nombreux à ce net moment sur Mekouba Télévision. Ensuite, Théo Kisango. Bienvenue. Merci beaucoup Raymond, merci pour l'invitation et salut aussi à tous les téléspectateurs champions de Mekouba qui nous suivent en ces moments. C'est un plaisir de les retrouver une nouvelle fois. Et enfin, cette transition, on se retrouve après. On démarre avec tout d'abord les équipes africaines qui vont représenter l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde qui sera entonnée, ça sera dans quelques heures au niveau du Qatar. C'est avec cette originalité, 5 formations, 5 équipes africaines et 5 entraîneurs d'origine africaine. Suivez les détails avec Ephraim Moulonga Djosola. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour le football africain en Coupe du Monde. La présence de 5 sélectionneurs africains au Qatar représente à coup sûr un pas vers l'essor du football africain. Les 5 pays africains, dont le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie, seront dirigés par des entraîneurs locaux, une preuve que l'expertise locale peut elle aussi bien fonctionner si on lui donne sa chance. Ça sera une opportunité pour le monde entier de découvrir les savoir-faire des techniciens africains. Commençons par Aliou Cissé. L'ancien footballeur sénégalais Aliou Cissé est entraîneur de l'équipe du Sénégal depuis 2015. Plus tôt cette année, il a réussi à mener les Lions de la Teranga à leur tout premier titre en Coupe d'Afrique des Nations après 2 finales ratées. En juillet, Cissé, âgé de 46 ans, a été nommé entraîneur de l'année lors des CAF Awards qui se sont déroulés à Rabat au Maroc. Le Cameroun avec Song. Rigobert Song, qui était également un ancien footballeur professionnel, a été nommé entraîneur du Cameroun en février 2022. Réputé pour ses qualités défensives au cours de sa carrière des joueurs, Song détient le record du joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun avec un total de 137 apparitions. Il a grimpé pratiquement tous les échelons de l'équipe nationale des locaux et olympiques au sélectionneur de l'équipe senior du Cameroun où il a été nommé le 28 février 2018. Walid Regragui pour le Maroc. Né à Corbeil-Essonnes en France, Regragui a commencé sa carrière de footballeur professionnel dans plusieurs clubs français. Âgé de 46 ans, il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2012 en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Maroc. La Tunisie a Jalel Kedri. Kedri a été nommé entraîneur de la Tunisie en janvier 2022, quelques jours seulement après l'élimination des Aigles de Carthage du quart de finale de la CAN contre le Burkina Faso. Kedri a depuis réussi à reconstruire l'équipe tunisienne après la déception de la CAN, menant les Aigles de Carthage à se qualifier pour la Coupe du Monde du Qatar pour la 6e fois de leur histoire. Enfin le Ghana avec Otto Addo. En tant qu'autre ancien footballeur international, Otto Addo a été nommé entraîneur de l'équipe de football du Ghana peu de temps après l'élimination de Black Star de la CAN en phase des groupes. Il a remplacé Milovan Radjevac dont il fut adjoint. Il parvient à qualifier le Ghana pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 contre le Nigeria en barrage. À 47 ans, l'ancien international ghanéen est actuellement le manager de l'équipe nationale du Ghana. Toutes les équipes africaines ont toutes leurs anciennes gloires à la tête de leur effectif. Est-ce une coïncidence, Marcel? Non, j'ai toujours été d'avis qu'il faut laisser la place aussi la production locale. Il faut laisser la place aux entraîneurs africains. Ils l'ont démontré
qu'ils ont de la compétence, qu'ils n'ont rien à envier aux Européens qui viennent chez nous et qui touchent de gros salaires. Et aujourd'hui, avec eux, on sent qu'ils sont capables d'amener plus loin nos équipes. Bravo à eux pour tout ce qu'ils ont démontré jusque-là. Je crois qu'ils seront capables aussi de se défendre de demain, parce que c'est demain que le go sera donné au Qatar. Donc, moi, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours lutté contre ce complexe d'infériorité qui a toujours gangréné certains cerveaux, certains dirigeants, certains cerveaux africains qui pensent que pour faire mieux, il faut toujours aller chercher et piocher en Europe. Bien sûr, l'Europe, c'est différent de l'Afrique, mais à un certain moment, il faut savoir aussi consommer local, hein, parce qu'il y a aussi du mieux en Afrique qu'en Europe. Théo, quelles sont les chances qu'on donne aux Africains? Avec tout ce qu'ils ont eu à démontrer lors des éliminatoires, aussi lors de la Coupe d'Afrique des Nations, je peux dire que cette fois-ci, le niveau est vraiment très élevé. D'autant plus que quand on retourne un peu en 2018, lors de la récente coupe du Monde, on avait vu que toutes les nations qui avaient participé se sont arrêtées au niveau de la phase de groupe. Aucun n'a pu dépasser la phase de groupe. Quand même, celui qui avait les plus démontré des belles choses, c'était beaucoup plus le Sénégal, qui avait fini troisième de son groupe avec 4 points. Il y avait aussi le Maroc qui avait fini troisième avec 3 points. Il y a l'Égypte qui avait eu 0 points, avait fini bon dernier. Mais cette fois-ci, on sent quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, mis à part les sélectionneurs africains d'origine qui vont diriger leur pays. On sent aussi que cette fois-ci, les nations qui sont qualifiées ont de quoi démontrer des belles choses. Alors du coup, on attend que le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour voir ce qui en sera. Mais je donne beaucoup plus la chance au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que c'est la nation qui a ces derniers temps montré de belles performances. Si on revient sur les 20 derniers matchs que le Sénégal a prestés, toutes compétitions confondues, on compte tout simplement 2 défaites et 14 victoires. Donc vous voyez que le Sénégal est bien parti. Mais s'il y a un certain Sadio Mané qui manque à l'appel, mais quand même les joueurs qui sont à l'attaque ont de quoi prouver qu'ils sont capables d'amener le Sénégal très loin. Donc ce n'est que du bonheur. On attend voir ce qui va se passer avec toutes les nations africaines qui sont qualifiées. Celle qui il y a 5 nations qui se sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais pourquoi la plupart des sportifs ne misent que sur le Sénégal? Oui, c'est vrai, au regard de ce que les Lions de la Teranga nous ont démontré durant ces 3 dernières années, et même lors de la Coupe du Monde la plus récente. Hein. Donc, on est en droit de se dire aujourd'hui, ils sont champions d'Afrique, on est en droit de se dire qu'ils sont sur des certitudes. Hormis la fausse note, et comme il a dit, c'est Sadio Mané qui est forfait pour toute la compétition. On pensait qu'on allait le récupérer, mais on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal a l'équipe la plus costaud d'Afrique. Donc, ils sont sur des certitudes. Mais là, il faut le démontrer. Ça, c'est en dehors du terrain. Nous le disons en plateau. Mais là, la Coupe du Monde, c'est une autre compétition. C'est comme qui dirait, Sadio Mané joue seul sur le... Non, il ne joue pas seul. Il y a des gens qui disent c'est toujours Sadio Mané. Aucune équipe est constituée de plusieurs. C'est le maître nom. C'est le maître nom, celui le meneur de jeu, quand il manque à l'appel, quand il n'est pas sur le terrain, c'est vrai qu'il n'est pas irremplaçable. Il n'est pas irremplaçable. Il y a d'autres joueurs qui peuvent bien prendre le relais et assumer, faire mieux que peut-être Sadio Mané. Peut-être un autre Sadio Mané va se révéler au cours de cette compétition. Ce n'est pas exclu dans le football, mais on aurait aimé l'avoir sur le terrain parce que Sadio Mané, c'est quand même la pièce angulaire, la pièce maîtresse de cette équipe du Sénégal. Et puis, il est 2e joueur mondial, joueur mondial derrière Karim Benzema. C'est quand même... la fête ne sera pas totale du fait de ne pas l'avoir dans l'effectif du Sénégal, hein, parce qu'il le méritait, c'est quelqu'un qui monte toujours en puissance. Quand on regarde ses prestations avec le Bayern de Munich, on sent que c'est un joueur phare, c'est une star, et la Coupe du Monde est faite pour les stars.
Donc quand Sadio Mané ne sera pas présent, sera absent, donc il y a quand même des regrets à nourrir, même du côté africain, même du côté européen, parce que le foot aujourd'hui c'est du spectacle. La Coupe du Monde c'est une fête, on voudrait que ça soit une fête complète. Et pour qu'elle soit complète, on aimerait avoir toutes les stars au rendez-vous. Allez. Donc ça c'est pour le Sénégal, mais si je prends un autre groupe, là où il y a les Africains, je crois que c'est le groupe C. Il y a le groupe A, le groupe F, le groupe H, le groupe D, le groupe G. Le groupe D. Dans le groupe D, nous avons la Tunisie. Oui, la Tunisie a participé plusieurs fois à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui connaît bien le rouage, comment ça se passe au niveau de la Coupe du Monde. Mais qui là, on fait d'abord la généralité et puis on va analyser chaque groupe des Africains. Qui n'a jamais fait long feu. Et il y a le Ghana, il y a le Maroc. Oui, le Maroc, je trouve que c'est l'équipe la plus équilibrée. Le Ghana qui revient, qui a manqué une Coupe du Monde, qui revient. Ce sera, je crois, la 5e fois qu'ils vont participer à une Coupe du Monde. Mais c'est une équipe en pleine rajeunissement, il n'y a pas vraiment de vieux, si on peut dire, dans cette équipe. Oui, il y a de vieux, mais ils ne sont pas nombreux. Il n'y a que les deux frères Ayou. Et puis il y a Thomas Partey aussi. Thomas Partey, je crois qu'une année, il lancera sa première Coupe du Monde, bien que c'est lui le moteur. Le moteur, c'est lui le meneur de jeu de cette équipe. C'est sur lui d'ailleurs que repose la responsabilité de cette équipe ghanéenne. Mais en grosso modo, je crois que les Africains, c'est à eux de ne pas mentir tout le bien qu'on pense d'eux. C'est à eux de nous prouver sur le terrain qu'ils sont au même diapason, qu'ils sont au même niveau qu'avec les sélections d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine et celles de l'Europe, la France, l'Allemagne. Donc c'est à eux de prouver sur le terrain, parce qu'il n'y a que le terrain qui va nous démontrer qui va déterminer le rapport de force. Je crois que vous n'êtes pas régionaliste, mais nous sommes obligés de parler de cela. Il y a aussi le Maroc et la Tunisie. Leur football est approximatif avec le football européen. Ils peuvent faire quelque chose? Ben oui, d'abord quand on prend la Tunisie, quand on voit l'effectif de la Tunisie, surtout au niveau de l'attaque, on voit que ce sont il y a juste l'attaquant le moins âgé qui est sélectionné. Il a 29 ans. Donc les autres sont déjà dans la trentaine. Vous comprenez que déjà là c'est une attaque qui est expérimentée, parce que quand on a Kazri qui est un expert de coups francs, quand même ça. Wabi Kazri. Voilà. Les chétifs. Voilà. Toujours en Kovu. On trouve quand même qu'il y aura de l'expérience et que ces joueurs auront à donner, parce que si on se base sur leur expérience dans leur club et toutes les Coupes du Monde qu'ils ont pu livrer jusque-là, et même lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on se rend compte que la Tunisie se ramène bien renforcée en expérience aussi sur les terrains. Maintenant, on reste à savoir si ça sera le cas, vu qu'en 2018, c'était pratiquement le même joueur qui reviennent. Donc, mais à 2018, on a vu que ça n'avait pas du tout marché, puisqu'ils sont aussi arrêtés au niveau de la phase de groupe. Mais quand même, je trouve que cette saison, il y aura quand même des belles choses à montrer avec l'expérience, aussi les quelques jeunes joueurs au milieu du terrain qui ont été sélectionnés. Donc, ça serait que du plaisir, on n'attend que voir ça. Et au niveau du Maroc, le Maroc, je trouve que c'est une nation aussi qui aura beaucoup à prouver, parce que quand on voit les retours d'Hakim Ziyech qui est là, qui est de retour, on voit aussi Ebzili qui a 18 ans, qui joue en Europe. Donc on voit qu'il y aura quand même une certaine différence lorsqu'ils avaient joué les éliminatoires et même la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés au niveau de la sélection marocaine, ce qui laisse aussi entendre que c'est là on va apporter un plus. Mais comme on l'a dit, ça se prouve sur le terrain. Hein. On aura beau à parler de leur expérience, de leur vécu, mais ça c'est juste le terrain. Mais on est quand même assez confiant lorsqu'on voit l'effectif, lorsqu'on voit les joueurs qui ont été sélectionnés. On voit Hakim Ziyech, donc ce n'est que du bonheur. Mais ce que je regrette un peu beaucoup plus, j'ai l'impression que à chaque édition, ça c'est une remarque, j'ai l'impression qu'à chaque édition, la plupart des nations africaines tombent toujours dans des groupes difficiles. Mais je prends beaucoup plus les groupes H, où se trouve le Ghana.
Il y a le Ghana, le Portugal, voilà, l'Uruguay et la Corée du Sud. Le Portugal aussi qui a remporté, il y a pas la récente Coupe d'Europe, avant, voilà. Avant donc, la récente Coupe. Voilà. Il y a aussi l'Uruguay aussi qui est aussi un grand favori. Donc, ça nous rappelle la fameuse rencontre Ghana et Uruguay avec Asamoah Gyan et aussi Luis Suarez qui s'est transformé en gardien. Même si cette fois-ci Asamoah ne sera pas là, mais c'est lui aussi. Suarez est là. Voilà. C'est la différence entre les joueurs européens et les joueurs africains. Bon, la plupart des joueurs africains s'arrêtent un peu trop tôt. Alors, quelle est la chance que vous donnez aux équipes africaines? Ils peuvent franchir l'étape de la phase de groupe? Oui, c'est bien possible. Ils peuvent franchir. Tout dépend de la façon dont ils vont aborder chaque match sans complexité, puisqu'on se retrouve face aux grandes nations. C'est comme l'exemple du Cameroun qui va devoir faire face au Brésil. Et il y a aussi le Maroc qui va devoir faire face à d'autres grandes nations. Donc vous voyez que cette fois-ci, cette Coupe du Monde, ce que je trouve beaucoup plus qui sera difficile, c'est de contre-attaquer ces jeunes joueurs européens qui sont en train de naître. Donc quand on voit la sélection anglaise, on voit l'Espagne, il y a plein de nouveaux joueurs qui sont frais et jeunes qui ont déjà de l'expérience et de la maturité malgré leur jeune âge. Mais tout dépend du mental. Si les Africains abordent le match sans complexe et se disent que non, on ne joue pas face aux non, on joue face aux êtres humains qui sont comme nous. Bien sûr que même si certains d'entre eux ont remporté des ballons d'or, ont remporté des ligues de champions, mais ça reste des joueurs comme nous. À nous maintenant de prouver, comme l'a dit Vincent Aboubakar, le capitaine camerounais, il a dit qu'on n'a pas du tout peur du Brésil. On sait qu'au Brésil, il y a Vinicius Junior, il y a Gabriel Jesus, mais merci. Au reste tous des joueurs, on peut franchir l'étape. Marcel Kilamboué, Théo venait de soulever un point très capital, c'est complexe. Est-ce que les joueurs africains n'auront pas de complexe pour aborder cette phase finale de la Coupe du Monde? Je ne vois pas les choses de cette manière-là, d'autant plus que tous les joueurs africains qui sont sélectionnés, je crois qu'à 90%, ils évoluent pratiquement dans les mêmes championnats et certains dans les mêmes clubs. Donc je ne vois pas de raison d'être complexé. C'est qu'il faudrait peut-être... C'est une habitude pour les Africains. Non, nous, Africains, c'est bon, la France et la Tunisie. Oui, mais si, lorsqu'on compare la plupart des joueurs qui ont été sélectionnés pour la Tunisie et face à la France, on remarque que la Tunisie, il n'y a aucun joueur qui a joué le plus haut niveau cette saison en Europe. Mon cher ami, remporté des Ligues des Champions. Nous parlons beaucoup plus je voudrais dire, écoutez, en fait. Le complexe, moi je ne vois aucun joueur africain qui pourrait aujourd'hui au XXIe siècle et à ce stade être complexé. Vous êtes sûr? La différence pourrait peut-être venir au point de vue expérience. Au point de vue expérience, même du côté de l'Afrique, il y a quand même des joueurs expérimentés. Quand je prends par exemple le Maroc, je ne vois pas en quoi est-ce que Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, qui côtoie les meilleurs du monde, qui est aux côtés de Messi, pourra être très complexé de le rencontrer. Quand je prends par exemple le frère Jordan Ayew, qui sont passés par Marseille, qui se retrouvent aujourd'hui du côté de l'Angleterre, et ça fait des années qu'il joue en Angleterre. Je ne vois pas la Tunisie. Et vous permettez, en quoi est-ce qu'ils seront complexés? Quand je vois les Tunisiens, tu as parlé de l'attaque tunisienne, c'est qui encore l'attaquant? Kazri et les autres, ils évoluent dans les clubs européens. Mais pas au plus haut niveau. Je dis, le plus haut niveau c'est quoi? C'est jouer la Ligue des Champions. S'il vous plaît, tu permets? Le plus haut niveau c'est quoi? Quand tu joues en Première Ligue, quand tu joues en Bundesliga, quand tu joues en Ligue 1 en France, quand tu joues en Série A en Italie, et quand tu joues la Liga en Espagne, quand tu joues au Portugal, c'est quoi le plus haut niveau aujourd'hui? C'est par rapport à quoi? Mais par rapport aux trophées remportés. Non, est-ce que vous voulez me faire croire on aura beau jouer en Europe, mais il y a quand même certaines différences entre le joueur qui joue la Ligue 2 et la Ligue 1. Ceux qui jouent la Ligue des Champions, l'Europa League, qui remportent des ballons d'or, qui remportent de grands prix. Par exemple, vous avez l'attaque de la Tunisie face à l'attaque de la France. Donc, mais c'est le jour et la nuit. Donc c'est toi qui souffres de ce complexe. Non, c'est pas un complexe, c'est une réalité. Sur le terrain, c'est comme je vous dis, le joueur français qui sont face aux joueurs tunisiens. Théo, est-ce que vous ne pouvez pas laisser la parole à Marcel de poursuivre? Je dis, moi
je renvoie de revers de la main tout ce qu'il est en train de dire. Allez-y, Marcel. Je dis ceci, les Africains n'ont aucun complexe à souffrir à ce stade. Ils sont dans le même championnat, ils sont dans les mêmes clubs, ils se côtoient au quotidien. Je ne vois pas de raison aujourd'hui qu'ils puissent souffrir de complexe. Ce n'est pas comme en 82, parce qu'en 82, quand le Cameroun allait à la Coupe du Monde, 80% de joueurs venaient de l'Afrique. Ils étaient dans des clubs, c'était des joueurs de Kano de Yaoundé, c'était des joueurs de Tonnerre de Yaoundé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, au niveau des complexes, il n'y a pas de complexe. Au niveau de l'expérience, je suis d'accord qu'il y ait une ou deux classes d'écart. C'est tout à fait normal. Mais les Africains aujourd'hui, quand je prends par exemple, je sais que la dernière Coupe du Monde, on n'a pas pu passer jusqu'en huitième de finale, toutes les équipes étaient éliminées, mais ils doivent tirer des leçons de ça. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes joueurs, ce ne sont plus les mêmes entraîneurs. Donc, en tant qu'analyste, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer également qui peuvent aider ces équipes africaines de Je crois que ce que je demanderais aux Africains, c'est de rester un peu concentrés. Là où l'on pêche, c'est sur le plan de la concentration. Quand vous voyez, par exemple, en 2010, vous regardez le Ghana contre l'Uruguay. Donc, c'est un problème de déconcentration. On perd le match sur le fil. On rate un penalty. Ça, c'est juste une déconcentration. Donc, dire que le Ghana était inférieur par rapport à l'Uruguay de Cavani et de Suarez, non. Ils avaient fait le match qu'il fallait. Et quand vous regardez les parcours des Africains, d'ailleurs, lors de la dernière Coupe du Monde, tous presque ont fini troisième. Donc aujourd'hui, on demande aux Africains qu'ils ont l'obligation de faire mieux, d'aller plus loin qu'en quart de finale. Ils ont déjà atteint le niveau de quart de finale. Et il y a même d'autres pays qui n'ont jamais atteint ce stade-là. Le Japon n'a jamais été en quart de finale. Il y a plusieurs pays. Et donc aujourd'hui, les Africains disposent, moi je crois que les Africains disposent des armes pour rivaliser avec les autres sélections. Théo, allez-y. Voilà. Rapidement. Au niveau pourquoi je dis... Est-ce que je peux vous poser cette question par compartiment par compartiment? Il y a une équipe africaine en groupe A. Il s'agit du Sénégal qui sera aux côtés du Qatar, la nation qui organise cette compétition, de l'Équateur et du Pays-Bas. Je trouve que dans le groupe A, le Sénégal, à mon avis, est tombé dans un groupe quand même abordable par rapport aux autres nations. Prouvez-le. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque nous voyons le groupe A, nous avons le Pays-Bas, nous avons l'Équateur, on a aussi le Qatar. Le Qatar, pays hôte. Lorsque nous analysons bien ces groupes, on voit quand même que le Sénégal est tombé bien. Pourquoi? C'est d'abord sur le niveau du classement FIFA. Lorsqu'on voit le classement FIFA, certaines nations qui sont avec le Sénégal sont inférieures au Sénégal au niveau du classement mondial. Donc déjà de 1, ça prouve que le Sénégal, par rapport à ce qu'il a eu à prester, même des matchs amicaux, comme je l'ai dit, certains matchs amicaux, si on compte les 20 matchs amicaux du Sénégal, c'est 14 victoires et tout simplement 4 défaites. Donc vous voyez que c'est et puis face à l'Équateur. L'Équateur, quand vous voyez, il a fini 40e au classement pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. C'est parce que dans la zone Amérique... Vous donnez la chance au Sénégal par rapport au classement FIFA ou bien par rapport à la performance actuelle? Par rapport à la performance, tout entre en jeu. Il n'y a pas qu'une question de performance actuelle. Il y a aussi des petits détails qui donnent aussi la force. Est-ce que la connotation d'organiser cette compétition pour le Qatar ne va pas impacter les autres nations? Non, je ne pense pas. Moi, je crois que ça a toujours été difficile de jouer le pays organisateur. On sait que le Qatar, ce n'est pas une nation ronflante du football dans le monde, mais du fait que c'est le Qatar qui organise cette compétition, je crois que le Sénégal, je conseillerais aux Sénégalais de la prudence. Donc ce n'est pas gagné dans ce groupe. Il y a l'Équateur. Vous connaissez les Sud-Américains pratiquent du beau football. Même si c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment de temps pour suivre les championnats du côté de l'Amérique du Sud, mais je sais que les Équatoriens pratiquent un football assez respectable. Quand je prends le Pays-Bas, vous savez vous-même, la Hollande, c'est un ancien vainqueur. Donc c'est un groupe, je dirais, homogène, là où le Cameroun, et plutôt le Sénégal, a aussi la possibilité de passer. Ce n'est pas exclu, mais ça ne sera pas une partie de plaisir. Un autre groupe, c'est le groupe D, où nous trouvons la France. Les gens qui parlent beaucoup, il y a aussi l'Australie, le Danemark et la Tunisie.
Oui, la France, elle est en train de rechercher une deuxième couronne, ça c'est certain. Bien que amputé de certains de ces éléments clés, dont Pogba, dont N'Golo Kanté, qui cette saison n'arrive pas à se mettre sur ses jambes. Il y a un Karim Benzema qui n'arrive pas en super forme, qu'on est en train de remettre à niveau. Il y a Varane parmi les joueurs les plus expérimentés, mais il y a quand même du potentiel énorme dans cette équipe, et non de moindre dans cette équipe française. Parce que il y a Fofana qui arrive pour remplacer N'Golo Kanté, il y a Tchouameni qui est parti plutôt de l'AS Monaco vers le Real de Madrid, et qui a réussi à supprimer, à nous faire oublier Casemiro. Peut-être en termes d'expérience, ils ne seront pas au niveau de la paire N'Golo Kanté, Didier, et plutôt Pogba. Donc, mais en termes d'envie, ce sont des jeunes qui ont beaucoup de choses à prouver. D'après les sportifs historiens, ils disent que la place de libéraux au niveau de l'équipe nationale française, c'est une place acquise aux Congolais d'origine. Ah non, il n'y aura pas de Congolais d'origine cette fois-ci dans l'équipe française. Pourquoi? Parce que Kipembe a été remplacé. Et forfait. Il a été remplacé par un autre Congolais. Non, pas un autre Congolais, lequel? Dissassi. Ah oui, Dissassi. Nous espérons que, parce qu'il y a Konaté qui vient de Liverpool, il y a Konaté, il y a Varane, il y a Upemako qui vient du Bayern de Munich. Il y a le gardien, le fameux gardien. Ça dépend des choix. Il y a le fameux gardien. Est-ce que vous permettez, ça dépend du choix maintenant de l'entraîneur. Qui seront dans l'axe, qui seront alignés. Mais c'est qu'on sait que la Tunisie n'aura pas aussi une tâche facile dans ce groupe, parce qu'il y a le Danemark, il y a la France, il y a l'Australie. Comme je dis, la France est en train de rechercher une deuxième couronne. Et la France a le moyen d'aller chercher, c'est parmi les favoris traditionnels de cette compétition. On peut aller rapidement avec le groupe F. Dans le groupe F, comme on dit, c'est où le Maroc est assez mal tombé. Il y a la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Voilà. Pourquoi je dis qu'il est quand même mal tombé? Parce que quand on voit la campagne que la Croatie, la Belgique, le Canada ont pu mener pour se qualifier à ces mondiales, c'est pas des moindres. D'abord, lorsque nous commençons avec la Croatie, qui était les finalistes malheureux la saison dernière. Et on voit aussi que jusque-là, on a un Modric qui est encore en plein au top. Qui a des choses à nous proposer. Qui est au top encore de sa forme. Et à Croatie, il y a plusieurs joueurs aujourd'hui en Croatie qui reviennent, ils veulent tout à fait corriger l'histoire qu'ils ont vécue en 2018. Donc le Maroc. Voilà. Il y a aussi la Belgique. Avec vous, on parle du budget parce que nous courons derrière le. Oui, je ne pense pas que le Maroc va se présenter en victime expiatoire. Pas en victime expiatoire, seulement qu'ils sont mal barrés. Je n'ai pas dit qu'il vient en victime expiratoire. Parce qu'on voit les nations auxquelles il doit se confronter. Ils ne sont pas moindres. Nous avons la Belgique qui avait dominé pendant au moins 3 ans le classement FIFA. Même la France qui avait remporté la Coupe du Monde. Mon ami, je vais t'aider. Le football. Le football, les statistiques, ce sont des faits. Moi, le football, on se base sur les statistiques. Est-ce qu'on peut changer la gamme, s'il vous plaît? En groupe G, nous avons le Brésil, la Serbie, Suisse et aussi le Cameroun de Rigobert Song et Samuel Eto'o qui ne fait que rêver. Il a promis une cagnotte à ses joueurs s'ils parvenaient à gagner cette Coupe du Monde. Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun, oui, c'est un groupe aussi difficile, autant pour le Brésil, autant pour la Suisse, autant pour le Cameroun, autant aussi pour la Serbie. Donc chaque équipe devra bosser, devra mouiller le maillot pour arracher la qualification. Donc en Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. C'est là que j'allais ajouter quelque chose, parce que quand on parlait du Maroc, je crois que le Maroc aujourd'hui, d'après moi, c'est l'équipe qui est là, c'est la sélection qui est très équilibrée, et très ambitieuse, et qui a le moyen de rivaliser. Et en ce qui concerne le Cameroun, on sait
qu'ils ont la mentalité de la gagne. Et ils aiment les défis, les Camerounais. Ils aiment le physique. Et ils aiment le défi. J'ai beaucoup aimé ce que Vincent Boubacar avait dit. On n'a pas peur du Brésil. Donc ça prouve que le mental est assez élevé face au Brésilien. Ils aiment le défi, mais à chaque fois qu'ils ont croisé, c'est comme moi, ils déçoivent toujours. Qu'ils ont croisé le Brésil. Je me rappelle Cameroun, ils sont rentrés bredouilles. C'est pourquoi moi le football, moi le football, le passé oui. C'est pour le passé, oui, c'est pour le palmarès, mais moi le football, je l'aime au présent. Merci beaucoup. Enfin, en groupe H, il y a le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud. Là, nous avons beaucoup tablé sur ça. Ça nous rappelle l'historique de la partie Ghana-Uruguay où il y avait Asamoah Gyan aussi. Oui, une revanche à prendre. Il y avait aussi le Portugal où il y a un Cristiano qui a Suarez qui est encore dans l'effectif. On espère que ça sera une belle revanche entre ces deux nations. On parle directement de la partie résultat. Le résultat, c'est avec ce rendez-vous de la Coupe du Monde. On ne peut pas s'en passer. Ça fait l'actualité à présent. Ça commence déjà de ce 20 avec la nation qui va organiser cette Coupe du Monde avec de somptueux stades. Le Qatar sera aux côtés de l'Équateur. Et ce 21, il y aura 3 affiches au programme. Le Sénégal qui jouera le Pays-Bas et l'Angleterre sera devant l'Iran. Les États-Unis vont offrir leur hospitalité aux Pays-Bas. Rapidement, on parle du match uniquement d'ouverture. Le Qatar contre l'Équateur. Marseille. Oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que je crois que c'est la première fois que les deux nations vont se rencontrer à ce stade de la compétition. Et pour les Équatoriens, comme je le dis, c'est pas aisé, c'est pas facile de jouer le pays organisateur, surtout lors de la première journée, lors du match d'ouverture, parce que le Qatar aura le public avec lui. Le Qatar aura le public avec lui et vous savez, dans l'histoire de la Coupe du Monde, je n'aime pas souvent parler de l'arbitrage. Le pays organisateur a toujours été un tout petit peu privilégié parce que pour la beauté de la compétition, on a toujours estimé qu'il ne faudrait pas que le pays organisateur tombe dans le premier tour. Est-ce que cet aspect va se jouer cet aspect va dans quelques heures? Non, moi je ne trouve pas qu'au niveau... C'est vrai qu'il y a certainement ce qu'on vient de dire ici, les arbitres qui aiment favoriser à un certain moment une certaine organisation, mais ça dépend aussi de ce que l'équipe organisateur a à offrir comme du jeu, parce qu'on sait aujourd'hui que le Qatar commence à attirer beaucoup de joueurs dans leur pays, dans leur club. Commence à attirer les Africains, les Africains, même les Africains. Voilà, les Africains, bon, ça reste aussi des joueurs des Africains, voilà, donc qui arrivent là, mais c'est comme aussi la Russie. Si le Qatar prend aussi l'exemple de la Russie, parce qu'on se souvient en 2018, la Russie avait créé sensation, parce qu'on connaît presque rien de la Russie, mis à part les quelques informations qu'on a fait. Lorsque la Coupe du Monde a commencé, c'est lorsqu'on a commencé à s'intéresser un peu à la Russie en 2018, on a trouvé qu'il y avait quand même des joueurs qui jouaient de haut niveau en Europe. Mais la Russie, c'est une vieille nation du football. Et voilà, ils ont démonté. Mais avant la Coupe du Monde en 2018, la Russie n'avait même pas la chance d'arriver en quart de finale. Mais la Russie en 2018 a dépassé la phase de groupe, a démontré de belles choses. Personne n'avait donné la chance que la Russie pouvait s'en sortir dans son groupe. Mais quand même, il a prouvé. Donc ça démontre aussi que la nation qui reçoit a d'abord une certaine... a le moral au zénith, comme on l'a dit. Il y a le public qui sera là, vous êtes à la maison, vous jouez à l'aise, vous connaissez pratiquement votre terrain, donc ça reste à voir. L'Équateur aussi qui vient de l'Amérique du Sud, on sait que les nations qui viennent de l'Amérique du Sud ne sont pas moindres. Quand on voit l'Argentine, on voit le Brésil, toutes ces nations-là aujourd'hui se recherchent à pouvoir retrouver leur gloire passée lorsqu'ils dominaient le football mondial. Donc ça sera que le beau jeu. On espère que l'Équateur ou bien les Qatar va faire plaisir au public présent. Merci beaucoup. La Coupe du Monde, c'est à partir de ce 20 novembre 2022. Il y aura de belles choses, surtout sur Mikuba Radio Télévision. On vous parle du petit débrief tout à l'heure. Le petit débrief, c'est avec ce tête-à-tête qu'a organisé le ministre provincial de sport
je voulais dire national, Serge Coutu. Non. Le ministre provincial de sport, il s'agit de Paulin Kalao, avec les équipes de la Ligue 1. Il y a Simba et Blessing et aussi les équipes de la Ligue 2. Nous avons Montsion qui occupe provisoirement la première place de la conférence Centre-Sud B. Il y a aussi le CS Lualaba, Manika, la formation à Richard Moyage Mongesmon. C'est aussi l'équipe de Kasombo, de Digital Numbi. Je vous convie de suivre ce papier d'Ephraim Mounongachusola. On revient après pour les analyses. Les 6 clubs du Lualaba engagés à l'INAFoot, dont l'AS Simba et le FC Blessing en première division, et le FC Kasombo, le CS Manika, le Sporting Club Montsion, le CS Lualaba en Ligue 2, ont été reçus en audience par Paulin Kalao, commissaire général du gouvernement en charge de la jeunesse, sport, culture et art. Cet entretien a eu lieu en présence de quelques membres de son cabinet et du secrétaire exécutif du gouvernement. Prenant la parole en premier, Paulin Kalao a donné la motivation de cette invitation. On nous critique et jusque-là, on nous dit que nos équipes ne se donnent pas, nous n'avons pas une bonne prestation. Et c'est vrai. Je suis d'abord au niveau de la Ligue 1. Au niveau de la Ligue 1, là où je vois Simba et Blessing. Sur 2, nous avons carrément 50%. Mais là où nous avons des sérieux problèmes, c'est au niveau de l'équipe de Simba. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe de Simba pour que nous puissions enregistrer de mauvais résultats? Il a tour à tour accordé la parole aux représentants des clubs pour écouter leurs doléances et propositions par rapport à l'évolution de leurs équipes. Au retour de cette année, de cette saison sportive, on a encore recommencé. Pratiquement toute l'équipe a été chamboulée au niveau de l'effectif et on a maintenant des peines à retrouver nos marques. L'équipe n'évolue pas bien. Là, je vais vous demander s'il y aura moyen de canaliser les fonds qu'on donne pour la Simba, que ça arrive à la destination. Parce que parfois, ça n'arrive pas. Nous devons faire un front commun, nous accompagner entre nous, les équipes de la province. Simba joue, Blessing derrière, Manika joue, Montsion derrière, mais ici, c'est la diversion. C'est pas avec ces petits moyens, c'est pourquoi on n'arrive pas même de faire de bons résultats. Le patron du sport au Lualaba a martelé sur l'idée de la signature d'un contrat de performance avec ses clubs. C'était aussi l'occasion d'élever l'équivoque sur le terme accompagnement du gouvernement que beaucoup de clubs confondent en pensant que le gouvernement est obligé de prendre en charge tous les besoins de leurs équipes. Il y a un problème de varese, des équipements et tout, ça ne viendra pas de la province. Donc il faut faire attention. Lorsque vous n'avez pas à manger, ce n'est pas un problème du gouvernement. Donc le gouvernement nous a dit qu'il va nous accompagner. Voilà, aujourd'hui on ne mange pas. Voilà, aujourd'hui on n'a plus de bars. Voilà, aujourd'hui on n'a plus tel autre équipement. Il faut faire attention. Nous mettons le moyen. Et ce que nous mettons là, c'est un montant que vous-même vous gérez pour résoudre le problème. La question sur le sponsoring des équipes par les entreprises de la place était aussi au menu des échanges. J'ai retenu 3 choses. Le gouvernement provincial est là, pas seulement pour vous sponsoriser jusqu'à la moelle épinière. Cohésion entre les équipes de la province de Lualaba. 3, canalisation de fonds. C'est la chose qui fait honte dans certaines formations. Au niveau de la Ligue 1, nous avons 2 équipes. Il y a Blessing qui se comporte très bien au niveau de cette 28e édition de la Ligue nationale de football. Jusqu'à présent, il y a 5 journées. Blessing est dans le top 3. Il y a également la formation de Simba. C'est là où ça fait grabuge. Simba, ça ne va pas. Marcel. Est-ce que réellement ça ne va pas chez Simba? Il y a peut-être de soucis à se faire. Il y a des inquiétudes notables à ce stade de la compétition. Là, c'est un membre du comité qui dit que le fonds n'arrive pas. Oui, ça n'engage que lui. Moi, je dis, est-ce que ça ne va pas réellement chez Simba? Nous sommes à la 5e journée. Et sur 15 points possibles, Simba a 4. Tous ceux qui nous suivent... La moyenne donne combien? Oui, on aurait aimé que Simba ait même 12 sur 15. Merci. Mais curieusement, Simba a 4 points, ça doit inquiéter. Au regard du budget qui a été annoncé, moi je pensais que tous les problèmes à caractère financier étaient renvoyés au calendrier grec. Voilà. Avec un budget d'1 million.
Et si réellement c'est 1 million qui a été annoncé, si réellement c'est 1 million qui a été mis dans le projet de l'AS Simba, il n'y a pas de raison qu'on revienne pour se lamenter. Si réellement il y a ces 1 million, donc Simba est dans le top 3 des équipes qui ont un bon budget. Les top 5. Même dans le top 3, c'est possible. Il y a les grands Qatar là. Les top 5. Donc je disais que, à moins qu'on nous dise aujourd'hui qu'après 5 journées, on a constaté que ce budget est virtuel. Ah, là, je suis d'accord. Mais je suis curieux, et là où j'aime l'intervention de son Excellence, Monsieur le Ministre... Coup de chapeau à lui, hein. Oui, c'est un père qui nous a démontré qu'il a les soucis de ses enfants. Parce que pour une il fois... les a appelés tous. Parce que pour une fois, son Excellence Paulin Kalau, je lui jette de fleurs pour une fois, j'ai toujours été très sévère, très critique envers lui, mais pour une fois, il met les dirigeants des clubs devant leurs responsabilités. On ne crée pas, on ne prend pas la direction des clubs pour les mettre sur le dos du gouvernement. Voilà le message clair qu'il les a adressés. Ils n'ont qu'à poser les questions aux autres formations des autres provinces. L'impression au Lualaba, on voulait que le gouvernement prenne en charge jusqu'à la moelle épinière toutes les équipes. Non. Et là, il leur a administré une piqûre de réveil. Je crois que c'est le moment pour les dirigeants de se réveiller et de prendre à bras le corps leurs responsabilités. Donc, ensuite, j'ai vu que celui qui parle du côté des Simba, c'est quelqu'un de très connu, sauf erreur de ma part, c'est le président des Sportes, qui se plaint du fait qu'il y a de l'argent. Donc, il y a de l'argent, mais l'argent n'arrive pas. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Il y a quand même un responsable au sein de cette équipe qui doit se préoccuper de faire le suivi. Il ne suffit pas de sortir. Le responsable fait sortir de l'argent. Non, il ne suffit pas. Le management, c'est quoi, hein? La qualité d'un bon manager, c'est quoi? C'est sa capacité aussi à faire le suivi. Voilà. À donner des injonctions et à faire le suivi jusqu'à l'application. Donc quand vous sortez de l'argent et que vous ne savez pas faire le suivi, vous devez vous rassurer. L'argent que j'ai sorti, on a un budget d'1 million. Est-ce que l'argent qu'on est en train de sortir est en train de servir à l'équipe ou entre dans les poches des individus? C'est clair avec ce qu'il vient de dire. Chez Simba, donc il y a des gens qui sont arrivés avec la présence annoncée de son Excellence Madame le vice-gouverneur, présidente de l'équipe de Simba. Non, pas le vice-gouverneur. Elle est présidente de la formation de Simba. Oui, dans le sport, on ne mélange pas avec. C'est sa qualité qui l'a précédé. Donc, la citoyenne... Laissez-moi finir, c'est sa qualité. Allez-y. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça n'engage que moi. C'est cette qualité qui a précédé, qui a influencé. Non, elle est sportive. Je dis ceci. Elle est venue en tant que C'est mon analyse, sportive. c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est cette qualité qui a influencé, qui a précédé pour qu'elle prenne la direction de cette équipe. Et ça a suscité de l'engouement parce que Simba avait besoin d'un dirigeant fort qui pouvait lui sortir l'équipe du bourbier financier dans lequel il se trouvait. Donc vous allez parler. Il y a encore 2 minutes. Vous allez aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on demande pour que le projet aboutisse et que les gens qui ont adhéré à ce projet, est-ce que ce sont les bonnes personnes pour aider, pour accompagner la présidente, la citoyenne Fifi Masuka? Il faut s'interroger. Parce que si déjà il y a un problème, il y a de l'opacité dans la gestion financière, donc les gens qui sont venus dans le projet de Simba ne sont pas venus pour accompagner la présidente Fifi Masuka à la réussite. Donc, ils travaillent pour leurs intérêts. Ils sont dans l'équipe, mais ils travaillent pour leurs intérêts. Et il faut, au moment où Simba doit s'arrêter pour déjà évaluer, faire la première évaluation. Déjà la 5e journée? Oui, il est temps. Parce que ça ne marche pas. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et faire une évaluation. Donc, il y a des choses qui ne vont pas bien. Dans cette évaluation, s'il y a des choses qui ne marchent pas, eh bien, il faut les corriger si vite. Parce que ce dont on a besoin, c'est ce qu'on dit. On dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et quand vous faites la même chose, attendez-vous au même résultat. Théo, est-ce que nous nous dirigeons vers la saison dernière avec Simba? Bon, dire ça directement... Si l'on ne prend pas garde, j'ajoute ça. Si on ne prend pas garde, c'est vrai, on se dirige vers la même chose. Parce que même la saison dernière, la façon dont Simba avait commencé, ça avait commencé toujours comme ça. Alors du coup, d'abord moi, avant d'arriver là, j'ai une question. Cette réunion qui a été convoquée,
J'ai l'impression que ça concernait plus un club que tous ces autres clubs. Pourquoi ici. ça? Parce que la plupart des clubs du Lualaba qui sont engagés au niveau du championnat national se comportent quand même très bien. Mais il y a Lualaba qui passe des moments aussi difficiles. Oui, mais ça se comprend. Mais Lualaba, lui, n'est pas trop dans le bourbier comme Simba. Même si c'est la Ligue 1 et la Ligue 2. Moi, je parle beaucoup plus de Simba parce que là, c'est le miroir du championnat de la RDC, en fait. C'est le top niveau, c'est l'élite. Et si dans l'élite, on se comporte comme ça, il y a un problème. D'abord, moi, je félicite d'abord la présidente Fifi Masoka qui a accepté de prendre le club de Simba sur son aile. Ça prouve que c'est une dame qui a le social, qui a l'envie d'aider, au fait. Mais par là, moi, je voudrais bien qu'elle puisse elle-même installer les gens avec qui devaient travailler. C'est-à-dire qu'elle puisse être entourée des sportifs, des gens qui c'est ce que je venais de relever ici. Qui ont l'envie. Donc, dans le projet, on a identifié, dans le projet de Simba, on a identifié de mauvaises personnes. Voilà. Voilà. Donc, elle devait au moins s'entourer des gens, ou bien même faire d'abord l'analyse avant de prendre Simba. Cette équipe que je vais prendre, elle est comment d'abord actuellement? Elle vit quoi actuellement? Et comment je vais faire pour pouvoir changer la donne? Vous n'allez pas seulement venir vous donner l'argent. L'argent, vous allez donner pour aider l'équipe à avancer, certes. Mais si vous ne faites que ça, vous allez remarquer que les gens à qui vous confiez cet argent qui doit aider les clubs n'arrivent pas à bien structuré selon le projet que vous avez installé, parce qu'on est sûr que vous avez bien sûr commencé avec un projet. Donc là, c'est ça le bas qui blesse. Là, comme il y a un problème, elle devait faire la suivi comme de l'argent qu'elle libère, pour savoir ce que l'argent qu'on libère, ça arrive précisément où on a eu à installer notre projet, oui ou non. Parce que là, on est dans une situation où il doit impérativement s'arrêter d'abord pour pouvoir faire une réunion des crises. Moi, je trouve déjà qu'il faut déjà les faire. Parce que vu le moyen qui a été mis à disposition des Simba, et on voit les résultats catastrophiques en début de saison comme ça inquiète. Ça inquiète déjà parce que c'est en début de saison où tous les clubs qui ont de l'ambition, comme Simba qui l'a fait savoir en début de saison, c'est le moment de prouver que c'est ce que vous voulez réellement. Donc alors, si en ce moment nous sommes dans la zone rouge, et avec tous les moyens qu'on a mis, je trouve qu'il y a vraiment un véritable problème. Là, comme on le dit, s'il y a un problème à l'interne, visiblement et clairement, il y a un problème au niveau interne. Et ces problèmes au niveau interne commencent à impacter même les résultats sur le terrain. Parce que si on ne prépare pas bien le joueur comme il le faut, même sur le terrain, n'espérez pas avoir de bons résultats. Donc voilà. Pour le moment, je trouve qu'on est encore assez au début. On sait qu'avec le championnat de la RDC, ça peut s'arrêter n'importe quand, parce que jusque-là, normalement, on devait même déjà arriver à la mi-saison. On est encore très loin d'arriver à la mi-saison. Il y a certains clubs qui ont joué seulement un seul match, 2 matchs, d'autres déjà 5. Donc vous voyez que c'est inquiétant. Alors du coup, il faut maximiser les efforts, alors d'où de s'arrêter d'abord pour régler ces problèmes. D'autant plus que dans le championnat, il n'y a pas de match à 6 points. Hein. Voilà. Si on espère se rattraper, moi je dis bien, il n'y a pas de match à 6 points. En tout cas, le point que Simba est en train de perdre, il ne faut pas se leurrer en pensant qu'ils vont les récupérer. Alors posez-vous d'abord la question, on doit d'abord savoir, c'est Simba, lorsque la présidente Fifi Masoka est arrivée, elle avait quoi comme projet pour aider Simba? C'était quoi? Le maintien, les top 3, aller jouer de la compétition continentale ou quoi? Parce qu'il faut se poser la question. On joue pourquoi? Il faut informer aux gens. Mon cher ami, on ne vient pas avec un budget, on ne vient pas dans un club avec un budget d'1 million. Sans projet. Non, le projet est là. Lequel? C'est ça qu'on essaie de savoir. Et permettez, le projet est là. Mais dans le projet, est-ce qu'on a identifié les bonnes personnes qui devraient accompagner? Non, d'abord le projet c'est quoi? Il faut qu'on sache. Simba joue cette saison pourquoi? Le projet c'est de relancer l'équipe de Simba. Et puis on ne vient pas dans un club avec un budget d'1 million pour juste jouer le maintien. Non, mais je vous pose la question. Je n'ai pas dit que Simba joue pour le maintien. Il n'est pas habilité pour répondre à ça. Le projet c'est le maintien, la compétition provinciale ou bien les 3 places. Jusque-là on ne sait pas. On joue back-to-back. Merci beaucoup d'avoir mis quelque chose dans la situation de Simba. On espère que la présidente qui nous suit certainement, elle va tirer des conséquences parce que donc il faut prendre les choses. Elle ne suit même par personne interposée. Effectivement, il faut prendre les choses en main, s'assurer quand il y a des fonds qui sortent, s'assurer où est-ce que ce fonds atterrisse. Et ce fonds, est-ce que ça sert réellement aux acteurs qui sont les joueurs?
Ça sera une très bonne chose. Ce n'est pas seulement un conseil à la présidente de Simba, c'est un conseil également à tous les présidents de tout le club qui représentent la province du Lualaba au niveau de la Ligue 1 et au niveau de la Ligue 2. On change des caps pour vous parler cette fois-ci de l'Union Sportive Mpanda B52 de l'ICACI qui a fait venir un ancien coach qui a donné une belle image à cette formation. Il s'agit de Honoré Nkoulou. Suivez ce commentaire. On se retrouve juste après pour donner quelque chose et puis on clôture la partie. Il a été là. Il s'est séparé avec l'équipe pour un temps et maintenant il fait son comeback au sein de la formation. Il s'agit de Honoré Nkoulou qui intègre le staff technique de l'Union Sportive Mpanda B52. Sa présence a été faite aux séances d'entraînement de ce jeudi 17 novembre 2022 par le président du club. Un sentiment de joie. Ça fait 5 ans, depuis 2017, que je n'étais plus chez Mpanda. Je suis rentré, j'ai retrouvé mes anciens joueurs, très content et de nouveaux joueurs. 10 minutes ont suffi à Honoré Nkoulou d'échanger avec ses joueurs. L'argent, si vous voulez avoir l'argent, vous comptez mouiller ça. Technique de base, position sur la pelouse, de la théorie à la pratique, bravant même la pluie, Honoré Nkoulou est prêt pour changer la donne. Un attaquant de pointe dans le 4-3-3, sorti à ballon, Ivi. Il y a 2 personnes. Vous verrez, mais la 4 on conserve les ballons. On fait circuler. On a 5 joueurs ici. Bon, présentement, je suis coach adjoint de Hidalgo avec intérim. Je ne suis pas l'entraîneur principal. C'est à partir des résultats qu'on peut faire, le comité peut juger. Nous avons un challenge à relever. Panda n'est pas mieux classé. Nous nous battrons de sorte qu'on soit dans une position utile, de sorte qu'on fasse quelque chose la saison prochaine. Un pour tous, tous pour un. Telle est la devise de la formation de l'Union Sportive Mpanda B52 qui veut à tout prix prendre la forme pour la poursuite de la compétition, surtout après ces séries de défaites. Théo, vous venez de suivre le reportage. Quelle est l'analyse que vous pouvez donner? Je trouve que c'est un choix assez judicieux de la part de l'US Panda de choisir un coach qui a de l'expérience. Qui est adjoint jusque-là. Ouais, qui est adjoint jusque-là parce qu'on le sait qu'à l'interne, Hidalgo Kalala a été suspendu par l'US Panda. Donc c'est même lui qui va probablement diriger ces matchs de ce mercredi face à Simba. Donc j'ai vu Honoré Nkoulou chez Bazano, j'ai vu Honoré Nkoulou chez Étoile Jaune et c'était pas mal de voir le résultat qu'il a pu laisser derrière lui et aujourd'hui voir qu'il prend l'équipe de Panda. Je trouve que c'est un choix qui va beaucoup aider les clubs parce que pour le moment on peut dire que Panda à ses débuts de saison est en perte de vitesse. Sérieusement, il est juste au classement dans la zone rouge derrière Simba. Donc voir un coach pareil à débarquer chez Panda, on s'attend au bon résultat, mais il faudra aussi être quand même patient. Il ne faut pas trop le brusquer parce qu'il va commencer. Merci beaucoup Théo. Marcel. Oui, il revient dans sa maison, il connaît bien la maison des unionistes de la Panda. Donc quand vous regardez sur les images, la manière dont il est accueilli, c'est à bras ouverts, donc il est accepté. Donc il aura la confiance et des fanatiques et de dirigeants. À lui maintenant de prouver de quoi il est capable. En termes d'expérience, il est passé par des grands clubs, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. C'est quelqu'un qui connaît le football, mais le football il est ingrat parce qu'il n'y a que le résultat qui compte. On l'attend, on va le juger au résultat. Merci beaucoup Marcel d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui te remercie mon ami Raymond de penser encore une fois de moi, plutôt à moi. Raymond, le commentateur sportif le plus fashion. Merci beaucoup. Merci à Théo. Merci beaucoup Raymond pour l'invitation. Et si je peux rejoindre le commentaire de notre sage, le mariage a du bon en tout cas. Voilà. Merci beaucoup aussi à ces gens téléspectateurs de nous avoir suffi. Merci beaucoup à Mwantomba. Merci. Fin de la partie. Merci d'avoir suivi.